Bonjour à tout le monde. Donc, personne ne me connaît ici dans cette salle. Je m'appelle Ricardo Alvarez. Donc, vous allez entendre un petit accent sympathique. Il n'y a pas des gens dans la salle qui vont me faire la réflexion. Merci, merci Jessica. Et, on va commencer à discuter aujourd'hui sur une table ronde intitulée Entreprises, souveraineté foncière et biodiversité. Donc, on va essayer d'accueillir un certain nombre d'intervenants. Je vais commencer par le début. Donc, cette table ronde est effectuée dans le cadre des assises régionales de la biodiversité fédérées par la région Occitanie, donc, et l'Office français de la biodiversité, donc OFB, et l'ensemble des partenaires d'Air Natura, le Salon national des professionnels de l'écologie et de la biodiversité, ont le plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Donc, merci à vous tous d'avoir patienté ces 20 minutes de retard. On va essayer d'enchaîner par la suite. Moi, je souhaite donner la bienvenue à 5 intervenants de marque aujourd'hui. On va commencer tout premièrement par Madame Laura Rouvière, qui est ici présente, chef, bien sûr, Laura, asseyez-vous, merci, qui est chef des services adjoints mobilisation et accompagnement des entreprises et territoires à l'Office français de la biodiversité. Je vais inviter sur cette estrade, magnifique estrade, Monsieur Paul Robledo, qui est responsable du service de planification et aménagement du territoire, donc région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Bonjour Monsieur Robledo, bienvenue. Ensuite, Monsieur Capra, Michel Capra, qui est directeur de la production chez Promologie. Bienvenue Monsieur Capra. Madame Floriane Vossel, directrice développement grand projet ICAD, groupe immobilier. Bienvenue Madame Vossel. Et puis Monsieur Nicolas Boulbès, coordonnateur national des programmes immobiliers Lidl France. Je vous demande s'il vous plaît un petit applaudissement pour recevoir nos invités qui ont eu le courage de patienter ces 20 minutes, longues 20 minutes. Et puis je vais m'installer, voilà, si vous me le permettez. Donc, on va commencer de suite à attaquer les hostilités. Je donne aussi la bienvenue aux internautes, aux visiteurs qui sont connectés derrière leurs écrans. Malheureusement, vous n'êtes pas là, mais on va essayer de faire en sorte de pouvoir vous transmettre les émotions de cette superbe table ronde. On vous fait un bonjour à la distance. Et puis, on va aborder un sujet qui est tout à fait pertinent aujourd'hui. Je vais essayer d'en faire un petit point historique très rapidement. Vous savez, certains ont certainement eu l'occasion de pouvoir discuter ou échanger avec vos collègues lors des précédentes tables rondes. Donc aujourd'hui, on est en train de discuter autour de la qualité des sols, la fonctionnalité des sols et tout ce qui se passe à niveau des écosystèmes terrestres et aquatiques. Et puis, un petit piqûre de rappel. Donc, je vais commencer l'histoire en 2019, en octobre 2019. On a eu une expérience inédite en France, donc, qui a donné la parole aux citoyens. C'est une première en France, mais aussi dans le monde, donner la parole aux citoyens et qui a engendré la Convention citoyenne pour le climat. Ensuite, un projet de loi portant sur la lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets a été présenté au Conseil des ministres. Et puis, dans le mois de juillet-août, a été adoptée cette loi dite climat et résilience et promulguée dans l'année 2021. Donc, cette loi, elle porte sur des axes importants de préservation des ressources. En 2019 également, le rapport de l'évaluation mondiale sur la biodiversité et les services écosystémiques de l'IPBES, donc la plateforme scientifique mondiale sur la biodiversité, identifie et classifie 5 facteurs majeurs qui affectent la biodiversité et qui ont le plus fort impact à l'échelle globale. Donc, je vais le numérer. Le premier, c'est le changement d'usage des terres et de la mer. Le deuxième, la surexploitation des ressources biologiques. Le troisième, le changement climatique. Le quatrième, les pollutions. Et le cinquième, les espèces exotiques envahissantes. De cette manière-là, on va planter le décor. Donc aujourd'hui, nous avons pour objectif de pouvoir rappeler les enjeux de réduction d'artificialisation des sols. Mais qu'est-ce que c'est la réduction de l'artificialisation du sol? On va commencer par définir premièrement ce que c'est l'artificialisation. Donc l'artificialisation des sols, selon la loi climat-résilience, est l'altération durable des
tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que son potentiel agronomique par son occupation ou son usage. Voilà, donc j'ai fini ma petite introduction. On va commencer par donner la parole à Madame Laura Rouvière, qui est chef des services adjointe à la mobilisation et accompagnement des entreprises et territoires à l'Office français de la biodiversité, qui j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Madame Rouvière, donc, je vais commencer tout de suite par une question d'ordre générique. Serait-il possible de nous présenter dans quelques minutes qu'est-ce que c'est l'OFB? Parce que j'imagine qu'à l'intérieur de notre salle, il y a des acteurs de l'aménagement et la promotion immobilière qui ne savent pas forcément ce que c'est l'OFB, donc l'Office français de la biodiversité. Et puis, quelles sont les 3 grandes missions accordées à l'OFB? Merci beaucoup. Oui, c'est peut-être important de revenir rapidement sur qu'est-ce que l'OFB, même si donc on est parrain quand même du salon Adnatura. Mais en fait, on est un tout jeune établissement public puisqu'on a été créé au 1er janvier 2020. Mais par contre, on est issu d'une très longue histoire de précédents établissements en charge de la biodiversité qui ont fusionné. On a trois grandes missions. La première, c'est le développement de la connaissance et de l'expertise, qui mobilise un certain nombre de nos collègues. La deuxième, c'est la police de l'environnement. Peut-être que vous voyez plus, enfin en tout cas les entreprises sont souvent plus au courant de ce volet-là. Donc on est vraiment en charge de limiter les atteintes à la biodiversité sur le terrain, le respect du code de l'environnement. Voilà, et la troisième grande mission qui me concerne plus particulièrement ici, c'est la mobilisation de la société. Alors quand on dit mobilisation de la société, c'est assez vaste, mais en gros, pour faire rapide, on travaille principalement à accompagner et mobiliser les entreprises, les collectivités territoriales, mais aussi les citoyens pour qu'ils se saisissent des enjeux de la biodiversité, des politiques publiques en faveur de la préservation de la biodiversité. Et puis, si vous voulez plus de renseignements sur l'OFB, il y a un stand juste à côté aussi où vous pouvez rencontrer mes collègues de la direction régionale, puisque moi, je travaille plutôt donc, au national sur la mobilisation des acteurs économiques. Merci Madame Rouvière. J'avais une question suivante, c'est qu'on va rester sur la partie entreprise engagée pour la nature. Donc j'ai bien compris que vous avez d'autres types de programmes à niveau national, comme les territoires engagés pour la nature. Donc ça va faire un peu la transition par la suite avec Monsieur Paul Robledo ici présent. Quelles sont les exigences de ces programmes entreprises engagées pour la nature? Moi, je suis entrepreneur, par exemple, à Montpellier. Dites-nous un peu plus sur ce que c'est ces programmes d'entreprises engagées pour la nature et comment les entreprises peuvent tirer leur épingle du jeu, disons. Oui, en effet, parce que donc c'est vrai que j'ai présenté brièvement les missions de l'OFB. Dans le cadre de la mobilisation de la société, on porte un programme qui s'appelle, une initiative qui s'appelle Engagés pour la nature, qui vise en fait à mobiliser le plus grand nombre d'acteurs à développer, proposer des engagements volontaires, des actions en faveur de la biodiversité. Donc on a un programme à destination des entreprises engagées pour la nature, un programme à destination des collectivités territoriales, territoires engagés pour la nature, et un autre programme à destination de tous ceux qui peuvent se faire le relais de la mobilisation auprès des collectivités, auprès des entreprises et des citoyens, qu'on appelle partenaires engagés pour la nature. Donc ces programmes, ils ont été lancés en 2019. Moi, je travaille donc plus spécifiquement sur entreprises engagées pour la nature. Entreprises engagées pour la nature, l'objectif, c'était avant tout de pouvoir offrir un cadre, entre guillemets, structurant pour les entreprises qui souhaitent mettre en place ou valoriser une démarche biodiversité. Aujourd'hui, une entreprise qui souhaite mettre en place des actions sur la biodiversité, finalement, elle ne sait pas forcément par où commencer, comment structurer sa démarche et finalement, c'est pas toujours incitatif au passage à l'action. Donc l'idée, c'était de pouvoir combler un petit peu ce manque-là, donc proposer une méthodologie, un peu un cadre qui permet de structurer la démarche.
L'idée pour nous, c'est vraiment de pouvoir mobiliser un maximum d'entreprises à faire le premier pas, mais pour ensuite faire le pas supplémentaire, etc. Et dans ce cadre-là, on est vraiment sur la valorisation des marges de progrès. Donc nous, le programme, la première étape, en fait, c'est la signature par le dirigeant de la charte Act for Nature, qui est une charte de 10 principes communs généraux d'engagement un peu méthodologique de transparence, d'action en faveur de la biodiversité, d'implication des parties prenantes, etc. Et elle dispose ensuite d'un an pour déposer un plan d'action avec des actions concrètes. L'engagement au plus haut niveau, parce que pour nous, un projet biodiversité, pour qu'il soit porté et mis en œuvre au sein de l'organisation, il faut qu'il soit porté par le top management. C'est pour nous une condition d'efficacité de l'action. Et après, voilà, il faut s'engager sur une charte commune générique, mais après, concrètement, voir comment on le décline au niveau de son entreprise et comment on peut proposer des actions. Donc pour nous, un plan d'action, comme on s'adresse aux entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité, un plan d'action, pour nous, c'est au moins 2 actions, dont une en lien avec le cœur de métier. Parce que l'idée, c'est que ce soit, encore une fois, je le dis, accessible à tout le monde. Donc celles qui mettent déjà en place des choses, elles peuvent, à travers ce programme, mettre en place des actions supplémentaires, ou bien ça peut être aussi le démarrage pour elles d'une démarche biodiversité. Et ce qui est très important pour nous au niveau de cette démarche-là, c'est que les objectifs puissent être mesurables, enfin, qu'ils soient SMART, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, additionnels, réalistes, temporellement encadrés. En tout cas, qui puissent être suivis et évalués dans le temps, puisque tous les 2 ans, et au terme du plan d'action, l'OFB demande à l'entreprise un rapport de suivi, d'évaluation de la mise en œuvre de son plan d'action qui lui permet d'accéder à un des différents niveaux de reconnaissance. Donc l'objectif, voilà, c'est d'amener tout le monde, c'est pour ça qu'on appelle ça un programme et pas un label à proprement parler, d'amener tout le monde à s'inscrire dans cette démarche, proposer des actions, les suivre, évoluer, s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue en réalité. Donc ça, c'est pour le volet entreprise engagée pour la nature, c'est porté au niveau national. Aujourd'hui, on a à peu près 190 entreprises qui font partie du programme, toute taille et tout secteur. L'idée, c'est bien évidemment de démultiplier le nombre d'entreprises qui sont engagées dans cette dynamique-là. Mais on a aussi le programme territoire engagé pour la nature, comme vous en parliez tout à l'heure, qui vise là plus précisément à engager les collectivités territoriales, qui lui fonctionne aussi un peu différemment, avec du coup un fonctionnement qui est plutôt régionalisé, puisque c'est porté à l'échelle régionale. Je ne sais pas si je rentre plus en détail en fait là, je pourrais en parler pendant très longtemps. On est parti en retard, mais on a le temps. Paradoxalement. Du coup, je reprends le fil. Non, mais comment dire, pour faire le lien quand même avec le sujet qui nous concerne aujourd'hui, au niveau des entreprises, c'est vrai qu'il y a la partie réglementaire. Hein. L'OFB travaille beaucoup sur ce sujet de la mise en œuvre du respect des obligations réglementaires des entreprises et des acteurs. Nous, du côté de la mobilisation de la société, l'idée, c'est vraiment de pouvoir travailler, développer, d'accompagner un maximum les acteurs aussi dans des approches finalement volontaires pour être le plus incitatif possible, puisque aujourd'hui, notre objectif aussi, c'est de montrer à l'entreprise qu'elle a vraiment intérêt à s'engager en faveur de la biodiversité, puisque ça devient un enjeu de plus en plus matériel pour elle, ne serait-ce que l'anticipation de la réglementation. Et le ZAN, le zéro artificialisation nette, est une belle illustration. C'est qu'en fait, plus les entreprises, notamment du secteur de l'aménagement, ont pu, le plus en amont possible, déjà se saisir de ces enjeux, intégrer des compétences sur la prise en compte de la biodiversité, plus ils ont pu, après, derrière, développer des stratégies et se mettre en marche dans les politiques publiques à venir et les futures réglementations. Et aujourd'hui, c'est quand même un enjeu assez fort derrière d'adaptation, en tout cas avec un risque de transition assez fort pour les entreprises qui ne se saisissent pas de ce sujet-là. Puisque c'est vrai que là, aujourd'hui, le climat prend de plus en plus de place, les entreprises s'en saisissent, mais finalement, la biodiversité reste encore un peu le parent pauvre. Donc nous, notre travail, voilà, c'est de pouvoir inciter un maximum et de pouvoir accompagner, notamment à travers le programme, ces acteurs-là à aller plus loin. Et puis à être aller plus loin que la réglementation et s'engager de manière volontaire et y trouver l'intérêt et à partager après derrière entre pairs avec d'autres entreprises, mais aussi avec des territoires, avec des partenaires, pour créer des effets aussi d'émulation qui permettent d'avancer sur ce sujet. Merci Madame Vaucel. Donc on est bien sur des plans d'action volontaristes.
de la part des acteurs économiques. Vous mentionnez donc c'est des plans d'action avec des propositions smart, donc des propositions intelligentes et vertueuses pour la protection des sols, pour la protection de la biodiversité. De quelle manière les entreprises et les collectivités territoriales peuvent adhérer de manière concrète à ces programmes? Est-ce qu'il y a un formulaire à remplir? Est-ce qu'il faut une demande à réaliser? Vous parliez tout à l'heure du top management, donc du coup, est-ce que moi je peux envoyer par exemple en tant qu'entrepreneur une demande directement à l'OFB? Est-ce que je dois montrer mon pedigree, ma taille, ma couleur des Oui. peaux? Alors, donc pour pour chacun des programmes, il y a du coup une plateforme en ligne dédiée. Je vous invite à aller voir on peut rejoindre depuis le site de l'Office français de la biodiversité. Mais donc pour les entreprises, en effet, ça passe de manière très très concrète via un formulaire démarche simplifiée que certains d'entre vous connaissent, puisque c'est aussi les formulaires qui sont utilisés pour les procédures administratives. Donc voilà, en fait, tout passe via un formulaire en ligne qui est disponible via une plateforme. Pour la partie entreprise engagée pour la nature, vous déposez, s'il y a un formulaire unique, quelle que soit la région dans laquelle vous vous situez, où vous déposez du coup votre engagement. Donc vous pouvez demain télécharger le document pour adhérer. La première étape, c'est-à-dire signer les 10 principes communs. Et après, on reviendra vers vous dans un an si vous n'avez pas déposé votre plan d'action sur le formulaire. Et après, c'est un dialogue avec l'OFB qui s'installe. On revient vers vous pour vous apporter des recommandations, etc. pour le dépôt du plan d'action. Et ensuite, tous les 2 ans, soumettre le bilan de la réalisation de vos actions. Et pour les collectivités, du coup, en fonction de la région dans laquelle vous vous trouvez et des régions dans lesquelles, du coup, le dispositif est ouvert, vous avez accès au formulaire dédié. Et là, ça fonctionne un peu différemment sur la partie engagement, puisqu'il y a un jury qui est composé et qui, du coup, valide les plans d'action qui sont déposés. Merci beaucoup, Madame Rouvière. C'est très très complet. Je vais essayer d'inciter à tous les entrepreneurs qui sont de l'autre côté de l'écran et puis qui sont présents ici dans cette salle de pouvoir aller consulter ces informations auprès du site internet de l'OFB, n'est-ce pas? Et puis voilà, je suis entrepreneur engagé, donc j'incite à tous mes confrères de pouvoir faire de même. Donc renseignez-vous et puis vous allez vous trouver votre bonheur pour essayer de contribuer également à cette notion de protection de la biodiversité engagée à partir de nos activités économiques. Voilà, merci beaucoup Madame Rouvière. Je vais me tourner maintenant vers Monsieur Paul Robledo. Monsieur Robledo, vous êtes responsable du service planification et engagement du territoire région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Vous êtes en charge du controversé au bien complet schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, SRADET 2040. Ta-ta-ta-tan. Et puis, donc on passe d'une phase de mobilisation des acteurs socio-économiques par la part de l'OFB, mais cette fois-ci, je vous invite à aller vers une territorialisation des mesures nationales, donc des sobriétés foncières, des ZAN et des protections de la biodiversité. Donc nous avons des acteurs de l'aménagement, de la promotion immobilière ici, présents dans le cadre de cet événement. Donc, comment vous voyez cette proposition de SRADET en tant que levier majeur pour répondre positivement à la crise actuelle, donc à partir de la région Occitanie bien sûr? Et je vous pose une première question. Donc, serait-il possible de s'expliquer brièvement l'historique et les objectifs de ce que c'est le SRADET 2040 qui fait autant de peur sur l'Occitanie? Oui, bonjour à tous, merci pour cette intro. Alors, brièvement, je vais essayer, puis si j'y arrive pas, vous me coupez. Le SRADET, avant de parler de celui de la région Occitanie, ça remonte à la loi NOTRe, donc 2015, qui confie le chef de file aménagement à la région. Et la planification, parce que je ne suis pas sûr que ce soit le sujet de prédilection de l'auditoire aujourd'hui, en gros, en France, elle est connue par l'intermédiaire du plan local d'urbanisme, qui parle à peu près à tout le monde. Et il y a un peu l'équivalent au niveau des intercommunalités, c'est ce qu'on appelle un SCOT. Et depuis 2015, il y a maintenant le SRADET, qui est un document de planification d'échelle régionale. Alors évidemment, le SRADET s'adresse au SCOT, qui s'adresse au PLU. Donc nous, on est au niveau du SRADET sur des orientations, quand le PLU, lui, s'adresse à la parcelle.
Voilà, c'est une sorte de poupée, un jeu de poupée russe, quoi. C'est un document, le SRADET, qui est intégrateur, donc il intègre des documents qui étaient précédemment existants, je ne ferai pas la liste ici. Il traite de tous les sujets d'aménagement du territoire, dont la biodiversité. Et sa principale nouveauté, qui en a fait un document qui a pu crisper, qui va recrisper certainement avec la loi climat qui nous arrive, c'est qu'il est prescriptif. Donc il s'impose aux documents de rang inférieur, quoi. Bon, en Occitanie, ça a été un long chantier, puisqu'il a commencé fin 2016 et il a été approuvé il y a un mois. Donc ça peut faire un peu peur, mais en fait, c'est des documents, de par leur ampleur et de par l'étendue des nouvelles régions, qui supposent une concertation approfondie et qui dure plusieurs années, quoi. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, je passe sur la crise sanitaire qui a encore un peu détendu le calendrier, mais ça ne devrait pas se reproduire. Enfin, on verra. En Occitanie, on le structure, ce document, autour de 2 axes qu'on appelle rééquilibrage régional d'une part, nouveau modèle de développement de l'autre. Rééquilibrage régional, qu'est-ce que ça veut dire ? On est dans une région attractive. On a un delta entre les entrants et les sortants d'environ 40 000 habitants, donc en plus chaque année, qui viennent s'installer prioritairement sur les 2 métropoles et sur des secteurs qui sont déjà relativement saturés, notamment sur le littoral. Donc l'enjeu du rééquilibrage, c'est d'accueillir ces populations de manière plus équilibrée sur l'ensemble, on va le dire vite, des villes de l'Occitanie, en dehors de ces 2 métropoles et de ces secteurs un peu tendus. Et le nouveau modèle de développement, c'est derrière cet axe que vous allez retrouver les différents objectifs un peu phares en matière d'artificialisation, de biodiversité, d'énergie, etc. Et donc si on doit mettre l'accent là pour commencer sur certains de ces objectifs sur lesquels on pourra revenir plus tard, dans le SRADET en vigueur, on trouve déjà le zéro artificialisation net, à l'échelle régionale bien sûr. Son versant, on va dire biodiversité, qui est donc la non-perte nette de biodiversité. On y trouve en matière de transition énergétique la stratégie Région Énergie Positive, qui peut-être parle à certains d'entre vous également, qui décrit un peu des trajectoires par technologie, par secteur, de baisse de consommation et de hausse de production des ENR. Voilà. Et le SRADET, c'est aussi donc l'occasion pour la région de se questionner sur les dispositifs d'accompagnement qu'elle propose aux territoires, aux entreprises, etc. Donc c'est en parallèle de ce document de planification, un mouvement progressif d'actualisation de l'accompagnement de la région sur les différents thèmes de l'aménagement. Et ce SRADET sera, maintenant qu'il est opposable, progressivement décliné dans les SCOT, puis dans les PLU. Ça peut là aussi sembler une longue histoire un peu compliquée, mais c'est le jeu de la planification. Chacun est à sa place, décline et traduit les objectifs du document de rang supérieur. Voilà, en gros. Je sais pas si c'était clair. Ok, très bien. Non, c'est très bien, Monsieur Robledo, merci. J'ai quelques questions encore. J'adore les questions. De quelle manière le SRADET 2040 affecterait, par exemple, c'est une question très très concrète à appliquer un peu à ce qui sont les opérations sur le terrain, les opérations d'aménagement. De quelle manière le SRADET affecterait les futures opérations, par exemple, d'un aménageur public ou privé, au travers du SCOT ou PLU? Alors, donc, là, on est obligé de parler de la loi climat, puisque la nouveauté, c'est que cette loi, elle prévoit qu'on atteigne le ZAN à horizon 2050 dans chacune des régions de France, avec un premier objectif temporel qui est une baisse de 50% de la consommation des espaces à horizon 2031, en prenant en considération la consommation qui a été la nôtre sur la décennie précédente, 2010-2020. Donc le compteur de cette baisse de consommation, il a déjà commencé, puisqu'il est parti en 2021. Donc tout ce qu'on consomme aujourd'hui, que ce soit pour les activités économiques, mais aussi pour l'habitat, tous les types de destinations d'urbanisation, sont comptabilisés dans cette enveloppe qui nous est assignée à horizon 2031. Et dans cet effort qui nous demande, qu'on va devoir produire à horizon 2031. Et c'est la région, via son SRADET, qui va être mis en modification, qui va devoir
en gros territorialiser cette enveloppe entre les différentes parties du territoire régional. Donc demain, ou plutôt courant 2024, donc après-demain, disons, chaque territoire de SCOT se verra assigner une sorte d'enveloppe, alors soit à l'échelle des SCOT, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais aura en gros une trajectoire qui lui sera donnée par la région de consommation des espaces à horizon 2031, puis 40, puis 50. Et à son échelle, il fera le même travail de répartition qui sera lui-même décliné dans les PLU et avec un timing qui est prévu par la loi climat, SRADET 2024, SCOT 2026, PLU 2027. Donc concrètement, les autorisations d'urbanisme qui seront délivrées par les intercommunalités, le plus souvent, ou les mairies pour certaines, en 2027 seront délivrées au prisme de ces nouveaux objectifs. Et avant ça, puisque le compteur tourne, il y a certainement déjà des réflexions à conduire sur les projets qu'on ouvre sur les différents territoires, quoi. Voilà. Très bien, merci beaucoup Monsieur Robledo, j'ai plus clair ce type d'aspects. J'ai juste une petite mention, donc la loi climat résilience, pour les gens qui ne sont pas au courant, donc cherche 4 objectifs majeurs de ce que vous venez de dire. Donc le premier, c'est limiter l'artificialisation des sols. Le deuxième objectif, c'est de renaturer les espaces artificialisés. Le troisième, de préserver les fonctions écologiques. Et le quatrième, de modifier les règles d'urbanisme. Donc on a bien en présence des modifications des règles d'urbanisme aujourd'hui à travers de cet outil RADET 2040 qui sera décliné par la suite dans les différents types d'outils opérationnels. Merci Monsieur Robledo. Je vais m'orienter maintenant vers Monsieur Capra. Monsieur Michel Capra, donc vous êtes directeur de la production chez Promologie, qui est une entreprise engagée pour la nature auprès de l'OFB aujourd'hui. Et Promologie également, c'est une entreprise lauréat de l'année 2021, donc en tant qu'acteur majeur du logement social en Occitanie. Et aussi par l'application de ces salariés à l'intérieur de la stratégie des positionnements stratégiques des Promologies, mais aussi dans le cadre de la protection de la biodiversité. Donc, Monsieur Capra, est-ce que vous pourriez nous expliquer de manière brève, en quelques chiffres, le travail et les missions des Promologies aujourd'hui en tant qu'acteur majeur de la région, pour essayer d'éclaircir un petit peu? Très bien. Promologie, c'est ce qu'on appelle une entreprise sociale de l'habitat, autrement dit une société anonyme d'HLM. C'est une entreprise qui a son siège à Toulouse, qui a 70 ans d'existence à peu près, qui emploie 400 collaborateurs, et c'est une entreprise, dans sa définition, même si elle est privée, qui a un objet social d'intérêt général. Sa mission, c'est de construire ou d'acheter, de gérer, de vendre du logement sur un marché réglementé à destination de ménages qui sont à la recherche de logements abordables, qui soient à la location ou à la vente. C'est ça sa mission d'intérêt général. C'est une entreprise aujourd'hui qui emploie à peu près 400 personnes, qui est présente sur l'ensemble de la région Occitanie, à l'exception de quelques départements. C'est une entreprise qui est propriétaire d'un parc aujourd'hui locatif de 30 000 logements, qui en met sur le marché à peu près 1500 chaque année sur l'ensemble du territoire, à peu près à 2/3 sur l'ancien territoire de Midi-Pyrénées et 1/3 sur l'ancien territoire Languedoc-Roussillon. Quand on réalise, dans le cadre de sa propre réflexion sur la responsabilité sociale et environnementale d'un organisme tel que celui-là, on se rend compte qu'on est propriétaire d'un parc qui représente le parc de logement d'une ville moyenne, en réalité. Et que ce qu'on construit et ce qu'on met sur le marché, enfin ce qu'on construit et ce qu'on achète et ce qu'on met sur le marché chaque année, c'est à peu près l'équivalent d'un village de 3500 ou 4000 habitants. Donc quand on réfléchit à sa propre responsabilité sociétale, le travail sur la consommation foncière, le travail sur le respect de la biodiversité, il intègre cette vision transverse de la RSE tout autant que d'autres sujets, on va dire, un peu humanistes dans notre esprit d'intérêt général, qui est
l'emploi de personnes handicapées, qui est l'insertion économique dans nos marchés de travaux, c'est une vision complètement transverse qu'on développe dans l'entreprise depuis plusieurs années. Et c'est en ça que Promologiste est intéressé, il y a 3 ans maintenant, à cette approche mise en place par l'OFB, qu'on est devenu signataire. Il y a 2 ans de cette charte, qu'on a déposé notre plan d'action l'année dernière, qui nous a valu un trophée lié au chapitre organisation, puisque c'est un sujet qui percole à l'intérieur de notre entreprise un peu toutes les activités, que ce soit au sein des services opérationnels ou au sein des services support. Sur le volet entrepreneurial, on parle tout aussi bien de numérisation, digitalisation la plus étendue possible des process, pour aller vite sans consommer de papier, pour accélérer les échanges, pour être fluide, que de repérage d'éléments de biodiversité à préserver sur le moindre foncier ou sur lequel on s'intéresse pour construire. Et puis derrière, ça met en place un certain nombre de plans d'action, on en parlera tout à l'heure, sur la sobriété foncière et qu'est-ce qu'on travaille sur la biodiversité dans nos productions. Et très bien, Monsieur Capra, je suis très touché parce que cette affaire d'intérêt général, c'est quelque chose que parfois on le considère très éloigné de l'activité entrepreneuriale. Moi, en tant que jeune entrepreneur engagé pour la transition écologique, c'est des questions qui viennent souvent sur la table. Donc vous avez une expérience de plus de 70 ans de travail sur la production des logements sociaux. Donc ça, c'est un aspect très intéressant. Mais de votre part, pour le côté promologiste, quel était le facteur déclencheur à l'intérieur de cette adhésion aux entreprises engagées pour la nature? Quelle était la motivation profonde de pouvoir adhérer à ce type de programme auprès de l'OFB? On sort de siècles de production d'habitat qui consomment de l'espace. Et on a tout un environnement scientifique, médiatique, qui nous alerte sur ces sujets. On met en place un habitat humain depuis des siècles qui vient s'installer sur un habitat ou un biotope ou des choses qu'on dégrade nécessairement. Et c'est une prise de conscience qui s'expose à tous. On n'est pas isolé dans ce schéma de pensée. Hein. C'est pas... on est tous autour de la table, ou engagés ou partenaires de cet engagement. C'est une notion qui colle un petit peu aux valeurs humanistes d'un bailleur social, même s'il est privé. Hein. Il s'est engagé vis-à-vis de l'État, il s'est engagé à accompagner les politiques mises en place par les pouvoirs publics. Et au même titre que du temps de la réglementation thermique 2005, on s'est engouffré dans une recherche de production de bâtiments basse consommation. En même temps qu'on nous annonçait une réglementation environnementale 2020, on s'est engagé sur des premières expérimentations E+, C-. Et bien aujourd'hui, on s'engage encore un peu plus sur cette préservation de la biodiversité et sur la sobriété foncière, à la fois parce qu'on en a conscience, parce que c'est dans notre ADN, et puis aussi parce que les politiques réglementaires, les pouvoirs publics et tout l'environnement scientifique nous y contraignent, nous y poussent et nous y mobilisent. Très bien, et donc on parle beaucoup d'engagement. Donc, pour les gens qui sont ici dans la salle et ceux qui sont de l'autre côté de la caméra, est-ce que vous avez des exemples des opérations vertueuses qui ont pu être amenées par Promologie aujourd'hui, qui peuvent servir d'exemple à nos collègues dans ces contextes? Là-dessus, il y a 2 chapitres. Il y a le chapitre de la biodiversité et le chapitre de la sobriété foncière. Et ce sont des analyses qu'on poursuit véritablement au cas par cas. Si je prends l'exemple de la gestion du patrimoine, on a ici dans la salle Cindy Grandjean que j'ai rencontrée tout à l'heure et qui s'occupe de ça chez nous et qui travaille avec l'ensemble des exploitants de patrimoine chez nous sur les pistes de travail sur la préservation et l'encouragement de la biodiversité sur notre propre patrimoine. Un exemple tout bête, le premier qui a été mis en place, il est au siège social est à Toulouse, quartier Pont-Jumeau, c'est l'installation de ruches à l'intérieur du jardin sur le siège social, avec des plantes mellifères. Ça a été une première action et qui percole derrière, puisque chaque année, on a notre distribution de pots de miel. Ça semble symbolique,
complètement symbolique, mais il y a 400 personnes qui reçoivent un pot de miel chaque année, qui viennent de ça, qui viennent pas que de nos ruches, qui viennent également des ruches de l'association qui les gère, qui s'en occupe. On a un patrimoine qu'on a livré il y a 3 ans sur une commune du Gard, sur Nîmes Métropole. On en parlait tout à l'heure avec Cindy. Il y a tout un espace qui est resté un espace naturel, qui est une prairie en bord de cours d'eau, puisqu'on est sur une zone d'aléas résiduels, donc on n'a pas construit à cet endroit-là. Par contre, on a un espace disponible de 2000 ou 3000 m² dont on est propriétaire. Et plutôt que d'y passer effectivement une faucheuse 2 fois par an, la réflexion aujourd'hui, c'est plutôt de se réapproprier ce site, de réfléchir à l'implantation d'un verger, de réfléchir à l'implantation d'un composteur, puisque dans ce patrimoine et dans l'ensemble des logements dont on dispose sur cette commune, on a pas mal de jardins privatifs occupés par nos locataires. Bon, ça, c'est un exemple d'intervention. On est dans le pratico-pratique. Quand on ne compte plus aujourd'hui, que ce soit sur le patrimoine toulousain ou même languedocien, des interventions pour la création de jardins potagers partagés au sein de nos résidences, quand l'espace s'y prête, quand on a un corpus de résidents qui est volontaire pour s'y engager. Et on essaye de récupérer effectivement sur la production locale. Mais ça a également un aspect complètement pédagogique. Sur la sobriété foncière, c'est très simple. Aujourd'hui, de toute façon, l'ensemble des opérateurs immobiliers qui nous écoutent ou qui nous regardent sont confrontés à une problématique de rareté d'accès au foncier. C'est pas compliqué. Les villes ont consommé leur espace. On est tous contraints aujourd'hui de sortir d'un schéma de pensée qui dit que construire de l'habitat, c'est consommer du foncier. Les exemples, ils sont, je dirais, nombreux. C'est-à-dire que parmi les réalisations récentes, on a une résidence dans Montpellier dont on était propriétaire et qui comptait à peu près 72 logements sur un terrain qui faisait 1,6 hectare ou 1,7 hectare, si ma mémoire est bonne. Autant vous dire qu'en ville, à Montpellier, 72 logements sur 1,7 hectare, ça devient grotesque dans notre, on va dire, nouveau modèle de pensée, nouveau modèle de développement. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On avait un immense parking complètement étanche, avec des arbres qui étaient dans un état sanitaire déplorable. C'est une résidence qui date des années 60-70, qu'on avait rachetée et qu'on a continué d'exploiter, qu'on a entièrement rénové. On a réalisé tout simplement, et au milieu de tout ça, on avait un immeuble de bureau complètement vacant. Les derniers occupants en étaient partis, donc on a transformé cet immeuble de bureau en logement. On y a ajouté une extension, on a enfoui une 60aine de places de parking sur un niveau de sous-sol, on a retraité complètement le recueil des eaux pluviales, on a créé un bassin de rétention, on a amélioré le recueil des eaux pluviales et son débit de rejet au réseau public, et on a redensifié dans un espace qui était finalement gaspillé. La première crainte, ça a été effectivement des recours qui ont été déposés par nos propres locataires, mais ça c'est encore autre chose. Il y a beaucoup de pédagogie qui a dû être faite là-dessus, mais on y est parvenu, puis par des voisins, on y est parvenu également. Donc cette résidence, elle est passée de 72 à 122 logements, sans consommer de foncier. Et il y a toute une partie qu'on a déperméabilisée à cette occasion-là. Ça c'est un exemple vertueux. Autre exemple qu'on est en train de mettre en place sur une autre commune de la métropole, c'est l'acquisition d'un ancien EHPAD, petit, qui devenait économiquement plus viable par ses propriétaires et exploitants. L'idée là, c'est simplement de prendre ce bâtiment qui est en rez-de-chaussée, d'identifier si sa structure porteuse et son implantation permet de le faire, c'est le cas. On va simplement redistribuer tout le rez-de-chaussée et rajouter un étage en structure légère par-dessus pour pouvoir produire sur un site en réemploi une vingtaine de logements sans consommer de foncier supplémentaire et qui plus est en libérant là encore des espaces qui étaient étanchés par des tas de constructions annexes nécessaires à l'exploitation de l'EHPAD et qui aujourd'hui vont redevenir des jardins perméables, privatifs, plantés. Bon. Merci, monsieur Capra. On est dans le pratique. On est la démarche volontariste exactement des terrains, donc vers la sobriété foncière. Donc comment contribuer à partir de nos activités à cette sobriété foncière et la zéro artificialisation nette. Donc comme monsieur Robledo vient de le dire, donc à mi-échéance 2031 pour 50% de l'artificialisation, réduction de la 50% de l'artificialisation, et d'ici 2050 zéro artificialisation sur le territoire français. Je vais m'orienter maintenant vers Madame Vaucel, Floriane Vaucel. Vous êtes, merci Monsieur Capra.
Madame Bossel, vous êtes directrice développement grand projet ICA des groupes immobiliers, également entreprise engagée pour la nature auprès de l'OFB. Pourriez-vous nous expliquer comment ICAD aujourd'hui aborde ces questions de sobriété foncière des ZAN, concrètement dans différents projets d'aménagement ou des promotions immobilières? Oui. Je peux peut-être rapidement déjà vous présenter ICAD. C'est une entreprise. Bien sûr. C'est une entreprise qui a été créée par la Caisse des dépôts, donc qui est la Banque des territoires en fait, suite à la Deuxième Guerre mondiale, suite à la pénurie de logements. Leur mission a été de créer du logement pour tous et de manière rapide et la plus efficace possible via des procédés industriels. Donc aujourd'hui, c'est vrai que pour beaucoup de gens, ça peut paraître entre guillemets assez basique, parce que finalement, c'est ce qu'on nous contraint entre guillemets par la force des choses à faire aujourd'hui dans une certaine réflexion de consommation de matériaux constructifs la plus économique possible. Mais à l'époque, c'était extrêmement novateur. Ensuite, on a été amené à développer tout un parc hospitalier, puisqu'il y avait une pénurie d'hôpitaux à travers la France entière. Donc on a l'origine d'un tiers des hôpitaux quasiment qui se situent sur le territoire. Ce qui fait qu'en fait, ICAD, sous l'attrait promotion qu'on peut lui donner, est composé d'un ensemble d'entités. D'une part, ICAD Promotion, mais ICAD Santé et ICAD Tertiaire, qui sont une espèce de triptyque en fait, d'opérateurs immobiliers à travers le territoire. Ce qui fait qu'on a également une vision un petit peu peut-être différente par rapport à ça, puisqu'on est à la fois finalement le bâtisseur, mais l'exploitant de notre bâtiment. Et donc on a une responsabilité sur nos ouvrages qui est vraiment pérenne dans le temps. Par rapport à ça, donc, pour ma part, je fais partie de l'ICAD depuis maintenant 2 ans. C'est vrai que le Covid a amené, pour être très clair, un changement de réflexion et une volonté de retrouver peut-être cette innovation et cette carte recherche qu'on avait en interne. Ils ont changé, ou en tout cas réajusté le mode de recrutement qui était au sein de l'entreprise en démultipliant en fait, les profils. Donc, pour ma part, je suis architecte avec des expériences diverses et variées dans nos vies passées. Sous mes airs, ça fait 11 ans que je travaille, donc je suis passée par une agence d'architecture, puis différents promoteurs qui ont amené le fait que j'intègre ICAD depuis 2 ans. Par rapport à ça, ma mission en particulier, c'est donc le développement grand projet, comme vous le signifiez Ricardo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme vous le disiez très justement, mon confrère, on a une raréfaction des projets. Donc on est amené à repenser complètement le développement des promoteurs immobiliers. Les villes nous contraignent beaucoup également, de par leur réglementation et également par des lois qui les dépassent en fait tout simplement et qui se retrouvent à devoir appliquer de manière un petit peu peut-être inaccessible pour beaucoup d'entre nous sur le territoire. Donc on répond sur des concours principalement. Donc c'est les ZAC, c'est les grands quartiers que vous pouvez voir se développer en périphérie de Montpellier, qui sont déjà normés et dans lesquels on vient s'introduire. Notre mission à nous en tant qu'opérateur, étant donné qu'on n'est pas aménageur, on n'a pas forcément d'action en tant que telle sur la sobriété foncière qui peut être allouée à ces terrains-là. Mais du coup, notre rôle, c'est de remettre en question peut-être le bâtiment qui peut être proposé sur ce petit territoire-là et de le penser de manière plus vertueuse et plus intelligente. Donc on a une opération qui s'appelle Sowood, qui est sur la ZAC Parc Marianne, qui a un impact foncier relativement important, mais en même temps, c'est un nombre de logements qui est tout à fait important aussi associé. Et on a pris le parti de remettre en question en fait, le mode constructif. Donc on est parti sur du béton bas carbone, sur des structures bois pour toutes les façades. Et aujourd'hui, c'est des choses qui semblent évidentes pour beaucoup de constructeurs, mais c'est un projet qui a été fait en 2017, donc avant beaucoup de remises en question et qui était assez innovant à l'époque. On s'est inscrit dans beaucoup de labels au nom un petit peu barbare, mais je pense que ce qui est important à retenir, c'est qu'on a essayé de s'inscrire surtout dans une démarche de bon sens constructif qu'on avait peut-être un petit peu perdu depuis quelques décennies. Comme autre type de développement aujourd'hui que notre entreprise peut porter et soutenir, on est sur la reconversion de friches industrielles. Donc on est en train de regarder un territoire aux abords de Montpellier et un dans Montpellier, en ce sens, qui sont portés par des opérateurs tels qu'Engie, tels que des opérateurs automobiles. Et donc, c'est des activités qui, souvent, par le passé, ont été extrêmement polluantes. Et donc, notre rôle, au-delà de penser peut-être à construire, entre guillemets, des mètres carrés et des logements pour accueillir les nombreux Montpelliérains ou nouveaux Montpelliérains qui arrivent tous les jours, c'est d'avoir un rôle médicinal, en fait, sur ces terrains-là et de venir les dépolluer. Donc, à la fois par des méthodes douces qui sont la phytorémédiation. Donc, on a directement le bénéfice de la biodiversité sur notre territoire, mais également des méthodes un petit peu plus barbares et chimiques, mais qui sont toutefois nécessaires pour arriver à redonner une visibilité et une existence à notre site dans le temps. Par rapport à ça, on a un 3e volet que vous avez largement développé, qui est la réhabilitation et la restructuration.
Donc il se trouve qu'on est aussi amené à travailler sur ce type de sujet-là, mais je pense que mon confrère vous en a largement assez parlé. Merci Madame Roussel, c'est très très intéressant, au moins pour moi, j'espère que pour les gens qui sont ici dans cette salle aussi. Et je retiens deux choses ici. Donc un, c'est la remise en question, parce que vous êtes directrice des grands projets, donc vous avez à gérer des projets d'envergure. Donc moi je vais retenir la remise en question, c'est-à-dire que les petites structures privées comme la mienne, on est lié à la qualité ou à l'intégrité des dirigeants. C'est-à-dire que l'ensemble des procédures administratives qui peuvent avoir lieu à l'intérieur d'une structure économique, là je sors un peu du questionnement, mais c'est intéressant, c'est dépend, on le discutait tout à l'heure, Madame Bossel et Monsieur Wolves, c'est la qualité intrinsèque du personnel avec qui on travaille, la qualité des équipes, la qualité des partenaires avec qui on va s'établir dans un marché ou dans un autre. Et je vois que c'est la même chose en fait dans la promotion immobilière ou l'aménagement. Et j'avais une question un peu rien à voir, c'est dans le sens de Madame Rouvière. En tant qu'entreprise engagée pour la nature, quel est le levier d'action qui a intéressé ICAD? Parce qu'on voit qu'ICAD, c'est un très grand groupe à niveau national. Quel était l'intérêt pour ICAD de pouvoir adhérer à ces programmes d'entreprises engagées pour la nature? Oui, c'est vrai que je ne l'ai peut-être pas dit en préambule. Aujourd'hui, ICAD, pour vous dimensionner en termes d'acteurs sur le territoire, on est le 5e acteur immobilier du territoire. Donc c'est pas neutre. Et pour gage des valeurs environnementales, en tout cas qu'on essaye de développer et de porter tant qu'on peut, on a été l'année dernière titré parmi toute une série d'entreprises et de multinationales françaises le premier acteur RSE. Donc c'est quand même que le travail qu'on engage, en tout cas, porte ses fruits à l'échelle du territoire. Aujourd'hui, il se trouve que la Caisse des dépôts, donc notre fondateur et actionnaire principal aujourd'hui, appartient à ce cercle d'entreprise. Et ce qui est extrêmement intéressant en termes de filiation par rapport à ça, c'est que forcément les valeurs que notre actionnaire défend, bien entendu, on les porte et on les défend aussi. Et nous, on est un petit peu, entre guillemets, de manière vulgaire ou simplifiée, un outil en fait de ces valeurs-là. Et c'est à nous de les activer sur le territoire. Donc on a intégré toute une charte de valeurs en fait, au sein de notre entreprise, qui finalement retraduit, comme vous pouviez le dire, petit à petit tous les principes sur lesquels on s'engage initialement, à mettre en place dans nos constructions. Donc on a par exemple low carbone, c'est notre charte de construction bas carbone et nos ambitions à moyen terme. On s'est raccroché à l'accord de Paris avec l'objectif 1,5 degré. On a mis en place très récemment, en tant que foncière tertiaire, un bail pour le climat, qui donc va être mis en place avec nos différents locataires pour qu'il y ait également une démarche environnementale au-delà de notre bâtiment en tant que tel, mais également dans son exploitation, et de manière peut-être un peu plus simplifiée, parce que c'est pour que ce soit compréhensible par tous, et également nos clients, parce qu'il n'y a pas que nous, entre guillemets, professionnels du métier. On a mis une charte qui s'appelle Un arbre pour un habitant, et c'est un engagement en fait de biodiversité et paysagère qu'on essaye de prendre sur nos opérations. Donc je reconnais que ça peut faire un peu sourire quand on entend un arbre, un habitant. C'est un peu simpliste dit comme ça, mais c'est surtout pour avoir une phrase choc en fait. Par rapport à ça, la démarche elle est un peu plus poussée que ça derrière, bien sûr. Merci Madame Bossel. J'ai une dernière question pour vous. Vous êtes adhérente donc, aux entreprises engagées pour la nature auprès de l'OFB. De quelle manière sont mesurés vos progrès? Parce que souvent, quand on travaille avec des promoteurs immobiliers, avec des aménageurs, nous on est confrontés un peu à ça. La première chose qui vient, c'est la critique du métier, c'est-à-dire que les promoteurs immobiliers et les aménageurs sont bien sûr des agents économiques qui consomment de l'espace. Donc soit en métropole, soit en ville, soit dans des collectivités rurales. Aujourd'hui, la loi climat et résilience permet de pouvoir aborder ces questions à partir du CERADET 2040, mais les questions sur le territoire persistent, c'est-à-dire qu'il y a des questions de pertinence, de ces efforts réalisés par les aménageurs et les promoteurs immobiliers, au-delà de la disponibilité des fonciers, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, les collectivités territoriales ont l'obligation, il me semble, de pouvoir cartographier le foncier disponible. Je ne sais pas si d'ici à l'année prochaine, peut-être, en 2025. Mais de quelle manière vos efforts en tant qu'ICAD, un groupe immobilier, sont contrôlés, vérifiés par l'OFB? Est-ce que vous avez des comptes à rendre progressivement? Alors ça, je ne saurais pas particulièrement bien vous répondre. Très bien. Et Madame Rouvière, peut-être?
Non, mais juste pour répondre à ça, Oui. c'est que donc en fait nous on a lancé en fin 2019 l'initiative. Là en fait on a les premiers rapports d'évaluation qu'on est en train d'analyser des 5 premières entreprises qui avaient déposé du coup début 2020. Donc ICAD ne fait pas partie de ce premier volet parce qu'elle s'est inscrite un peu plus tard dedans. Donc de mémoire c'est dans un an qu'elle devra du coup rendre compte de la mise en œuvre de ses engagements avec les indicateurs, etc. Donc pour l'instant elle est en train de mettre en œuvre les actions, mais il n'y a pas eu l'évaluation qui a été faite puisque c'est à 2 ans. Ah ok, très bien. Bon, du coup, dans un an, on se retrouve à nouveau ici, d'accord, pour pouvoir vérifier. Par contre, je peux vous Le donner travail. un exemple un peu plus concret du travail qu'on met en place Oui. pour essayer d'atteindre ces objectifs-là, qui fait plus partie, pour le coup, entre guillemets, de mon quotidien et du quotidien de mes collègues au sens large. On a la chance de travailler sur le village des athlètes à Paris, des Jeux Olympiques, qui est un très très beau sujet, qui est porté par les équipes de Paris avec beaucoup de ferveur. Et ils ont travaillé en fait sur un modèle de bâtiment qui est totalement démontable et remontable. Et donc l'idée de ce bâtiment, c'est que d'une part, il puisse être remodelé après l'usage de village des athlètes en logement et en bureau pour recréer un quartier à part entière, et qu'une partie de ce bâtiment-là soit également démontable pour être remonté ailleurs, sur d'autres terrains, dans d'autres contextes. Et donc vraiment l'idée, c'est d'avoir des bâtiments qui progressivement soient des Legos en fait, qu'on puisse déplacer, remodeler. Et là, on sera vraiment dans une vision de sobriété foncière, mais également constructive. Ah, très bien, merci. Et oui, je vous posais la question parce que comme l'OFB, c'est un organisme de contrôle et de vérification des engagements auprès de nos institutions, nos structures, c'est légitime. Je pense que les gens ils doivent se poser la question, mais comment on fait pour pouvoir vous faire vraiment sur la contribution de la sobriété foncière et la ZAN pour atteindre les objectifs évoqués précédemment. Merci beaucoup, Madame Vossel. Je vais m'orienter maintenant juste à mes côtés droite. Voilà, donc je vais donner la parole à Monsieur Nicolas Boulbès. Monsieur Boulbès, vous êtes coordonnateur national des programmes immobiliers chez Lidl France, mais vous n'êtes pas encore engagé avec l'OFB. C'est un appel du pied. Mais c'est pas un problème parce que vous êtes un très grand acteur en France, d'origine allemande, il faut savoir, mais très grand acteur en France, très actif sur les questions des matières de sobriété foncière, ZAN et protection de la biodiversité. Et la question première que je vais à vous poser, c'est pourquoi la sobriété foncière, la ZAN et la protection de la biodiversité sont-ils si importantes à l'intérieur de vos programmes ? Alors, c'est la période en fait des salons et des forums, donc du coup j'anticipe des questions que j'ai pu avoir par ailleurs et je trouve qu'elles sont intéressantes à mettre pour le coup en préambule et pas en fin de discussion. Donc après je vais répondre à ta question, Ricardo. Mais donc c'est vrai que Lidl est un groupe, donc Lidl France dépend de Lidl International qui est un groupe allemand, mais Lidl France aujourd'hui c'est à peu près 45 000 salariés et c'est un peu plus de 1500 supermarchés en France. Et comme on est effectivement majoritairement propriétaire de nos supermarchés, aussi de nos plateformes logistiques, de nos bureaux, on a une gestion en bon père de famille et donc on fait de l'immobilier. C'est pour ça que moi, j'ai un profil plus d'urbaniste. Donc il y a aussi des urbanistes et des ingénieurs chez Lidl. Donc ça, c'est la première question qui m'est posée. Et puis sur le volet environnemental, est-ce que pour le coup, on ne fait de l'environnement que dans l'immobilier ? La réponse est non. Donc on rentre dans un cadre qui dépasse le seul sujet de l'immobilier. Donc Lidl touche du coup à tous les pans du développement économique. Et donc si on regarde les caractéristiques du développement durable, l'économie, l'écologie et le social, donc on s'inscrit nous en matière d'immobilier dans une stratégie de Lidl France qui date de 2016, qui s'appelle En route vers demain et qui en fait fixe une ligne, une feuille de route avec des engagements sur tous les pans de la société. Donc des engagements en matière d'achat. Donc par exemple, on a des accords tripartites pour réunir donc la grande distribution, donc Lidl, un industriel et les producteurs. Ça a été le cas sur le lait par exemple, où on a des accords tripartites. Donc ça relève aussi d'engagement développement durable. Sur la partie achat aussi, on a des partenariats avec le monde agricole pour aider à favoriser les pollinisateurs, donc aider à ensemencer des prairies mellifères. Donc ça, c'est sur la partie achat. Sur la partie logistique, on a des sujets effectivement où on cherche la logistique de demain. Donc on fait des tests en matière de livraison avec des camions électriques, camions à hydrogène. Et sur la partie qui nous concerne à nous, à l'immobilier, on a effectivement depuis désormais quasiment un an travaillé à définir, et donc depuis un an c'est défini, ce que pourrait être un projet qui relève de l'immobilier commercial durable, puisqu'il n'y a pas de définition
officielle, ni réglementaire, ni doctrinale. Donc on a dans l'idée depuis le début de l'année de pouvoir dire que quand on sort un nouveau projet Lidl, il répond en fait à 3 piliers. Ces 3 piliers permettent de définir le projet comme relevant d'un immobilier commercial durable. Donc le premier pilier, c'est la transition énergétique et les mobilités alternatives. Donc là-dedans, vous avez l'accès possible à pied, à vélo, en voiture électrique. Transition énergétique, c'est les panneaux photovoltaïques. On va au-delà de la réglementation, comme vous le disiez tout à l'heure. Le deuxième pilier, et ça répond à ta question, enfin, la sobriété foncière. Nous, en fait, elle s'est inscrite dans un schéma qui est l'aménagement paysager et la biodiversité, puisque la sobriété foncière est en fait un sous-item d'une stratégie que nous, on a identifiée comme une stratégie volontaire en matière de paysage et de biodiversité, donc j'y reviendrai après à travers nos échanges. Et le dernier pilier, c'est l'éco-construction. Donc là, on retrouve des éléments dont il a déjà été question, c'est comment on cherche effectivement à attraper la thématique du bas carbone, de la réversibilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des études qui permettent de démontrer qu'un nouveau supermarché Lidl, dans 10 ans, dans 20 ans, quand on quittera le supermarché, pourra se transformer en gymnase, en salle des fêtes, en médiathèque. Donc on a des études factuelles qui permettent, en termes de volumétrie, de typologie, de s'assurer que les bâtiments auront une nouvelle vie. Donc c'est le résultat de ces 3 piliers qui nous amène effectivement à définir l'immobilier commercial durable. Et là-dedans, on a la sobriété foncière et le ZAN qui est encore un sous-item de quelque chose, puisque là, ça relève d'une obligation légale. Merci Monsieur Boulbès. Donc effectivement, vous avez raison de me corriger là-dessus parce que je me suis emballé peut-être en le guidant. Je voulais de vous faire introduire votre structure et puis de vous expliquer, de vous permettre d'expliquer l'ensemble des généralités. Donc vous faites très très bien. Monsieur Boulbès, est-ce que vous avez des exemples, parce qu'on est en face de Monsieur Paul Robledo qui représente la région Occitanie aujourd'hui. Est-ce que vous avez des bons exemples en Occitanie à mettre en valeur ce soir? Alors, l'exemple qui me vient à l'esprit, pour démontrer justement que le sujet de la sobriété foncière, et donc vous en parliez tout à l'heure, de la façon dont aujourd'hui on approche les projets en essayant avant tout en fait, de s'installer là où le foncier a déjà été artificialisé. Et ce sujet-là est effectivement pas nouveau, puisque celui qui me vient à l'esprit, il a ouvert, il n'est pas très loin de Montpellier. C'est un projet qui est à Pézenas, ou Pézenas, qui a été construit en relation directe. Donc ça fait partie aussi de notre volonté, nous, de travailler de façon partenariale les projets. Donc il a été travaillé main dans la main avec, au premier abord, la collectivité locale, puisque c'était une ancienne décharge publique. Donc quand vous allez sur les sites spécialisés, vous voyez avec remonter le temps, par exemple, pour ceux qui connaissent, l'époque où effectivement les camions déversaient. Donc après, l'urbanisation a rattrapé l'histoire de la décharge. Et donc tout le monde a oublié au fil du temps que c'était une ancienne décharge, mais en fait, vous aviez plus de 8 mètres de déchets et en haut, 2 mètres de terre végétale. Puis l'urbanisation est arrivée, donc ce foncier a été transformé en autre chose. La nature a repris le dessus, au moins en surface. Et puis une partie a été traitée en skatepark, donc il n'y avait pas de problématique environnementale de surface. Mais il se trouve que la qualité intrinsèque du foncier relevait effectivement d'une friche lourde, industrielle. Donc on a fait le choix, effectivement, plutôt que d'aller ailleurs, en discutant avec la collectivité locale, de faire un effort. Parce que c'est plus compliqué effectivement à travailler ce genre de projet. Il a fallu traiter aussi la problématique du talus, puisque 8 mètres de déchets, forcément en bas c'est un talus. Et on a installé un supermarché que vous pouvez visiter, puisque c'est un supermarché qui se visite, qui je pense vaut le coup d'être visité. Vous n'êtes pas obligé d'acheter. Mais vous verrez, il est posé donc sur cet ancien espace de décharge. Il a été complètement réaménagé donc en surface forcément, et pour optimiser l'utilisation du foncier, puisqu'on était aussi sur un foncier contraint en termes de surface, on était à peu près 6000 m², ce qui est très petit pour installer un supermarché et un parking. Donc on est sur un supermarché à étage avec un parking en rez-de-chaussée et la surface de vente au-dessus. Pour aller plus loin dans la démarche, pour montrer que dès cette époque-là on se posait des questions avant d'en arriver à définir cette stratégie interne dont je parlais, en pied de talus, on avait besoin en fait d'acheter un foncier complémentaire avec la collectivité pour y faire les bassins de rétention, donc pour gérer les eaux de pluie. Et on a commencé à se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas effectivement engager une démarche écologique dans le traitement des aménagements paysagers et des aménagements techniques, puisque là c'est un aménagement technique, c'est un bassin de rétention. Donc on a pris un écologue et un architecte paysagiste et on a aménagé ce bassin de rétention avec ses spécialistes, puisque nous on n'est pas sachants en la matière, donc on a pris ces spécialistes. On s'est aussi mis autour de la table avec la mairie pour savoir comment on pouvait aménager de façon positive en faveur de la biodiversité cet espace, ce nouvel espace paysager, y donner une nouvelle vocation. C'est pas juste le réaménager pour le réaménager, c'est faire aussi de la pédagogie,
pour expliquer aux jeunes générations que historiquement, à côté, il y avait une décharge publique et que l'enjeu de la préservation de l'environnement, c'est ce qu'ils ont devant eux en fait. Donc on a fait un parcours pédagogique autour de ce bassin paysager et un partenariat est en cours avec la mairie de Pézenas pour permettre aux écoles et aux centres aérés d'avoir accès à ce foncier et se balader dans cet aménagement paysager avec des essences endémiques pour leur expliquer ce que sont des essences endémiques, le rôle des pollinisateurs, voilà, le rôle des insectes. Donc typiquement Pézenas est une opération qui est assez symbolique pour imager la question de la sobriété foncière et de l'impact sur la biodiversité. Merci Monsieur Boulbès. Ce que je retiens, c'est une phrase, c'est mettre autour de la table. C'est-à-dire que quand on travaille sur un projet collectif d'aménagement des territoires ou des promotions immobilières ou un autre, qu'est-ce que j'en sais, on pense souvent au contrôle technique, mais ce que vous venez de signaler, c'est qu'on manque parfois des compétences en écologie. Ça, c'est un constat avéré, c'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on est confrontés également, si je me permets de pouvoir compléter vos arguments, sur le terrain, on a un manque des professionnels qui puissent répondre à ces besoins techniques auprès des aménageurs, auprès des promoteurs immobiliers. Donc, se mettre autour de la table pour aborder les problèmes des sobriétés foncières, des ZAN ou des protections de la biodiversité implique forcément un lien interprofessionnel, intraprofessionnel. Donc, ce que je retiens de votre intervention. Vous croyez, Monsieur Boulbès, qu'avec ces types de programmes, par exemple, l'Île-de-France pourrait éventuellement envisager le fait de pouvoir faire part de l'initiative de l'OFB, des entreprises engagées pour la nature, ou bien, Monsieur Robledo, est-ce que vous croyez que ce type de programme, donc il y a deux questions à une, pourrait répondre, par exemple, aux exigences de Seradet. Je donne la parole à Monsieur Robledo en premier pour savoir si ce type de programme qui propose Monsieur Boulbès est d'intérêt pour Seradet 2040. Question difficile, mais... je ne peux pas répondre sur Pézenas, parce que je ne suis pas allé encore visiter l'idole de Pézenas, mais... ok. Ce qui est certain, c'est que, moi, dans mon intervention, j'ai beaucoup parlé des collectivités, parce que c'est notre cercle. Dans le cadre de la planification, même la concertation telle qu'on l'a conduite, c'est vrai que nos principaux interlocuteurs, ce sont les collectivités. Donc on est dans un écosystème qui est quand même très public, mais on sait bien que la mise en œuvre des aménagements tels qu'il faut les prévoir au vu des nouveaux... Au vu de tout ce qu'on se dit là, c'est pas que du public, c'est évidemment en main dans la main avec les acteurs privés que sont les aménageurs, que sont les promoteurs, etc. Donc oui, tous les efforts sont évidemment bons à prendre. Et nous-mêmes, moi j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais quand la région se questionne sur la manière dont elle accompagne cette fois-ci les territoires via des foncières, donc sur le volet opérationnel, en parallèle de l'élaboration du SRADET 1 qui est aujourd'hui en vigueur, on a mis en place, je pense à 2 foncières notamment, une pour requalifier, restructurer l'appareil commercial artisanal de centre-ville. C'est vrai que nous, on est sur la question des centres-villes et des îlots anciens avec des problématiques d'équilibre d'opération qui ne sont pas forcément les mêmes que dans d'autres secteurs. Et sur le volet, je pense que vous pourriez aussi en parler, de la séquence ERC, un opérateur qui est encore plus en émergence, mais qui a vocation alors moi j'insiste sur le volet compensation, mais en vérité, il ne faut pas segmenter la séquence ERC. Alors peut-être que je parle chinois là, mais... pour que les gens soient plus au courant, les mesures ERC, c'est les mesures éviter, réduire, compenser, qui font partie des solutions évoquées aujourd'hui pour aborder les questions des Quand on prévoit un aménagement, on évite avant tout impact, on le réduit quand il n'est pas évitable et on le compense quand il n'est pas réductible. Pour le dire, moi, je ne suis pas écologue, donc je vais me faire tacler en sortie de réunion, mais en gros c'est l'idée. Et donc la compensation étant une question techniquement complexe, cet opérateur a vocation à la prévoir, à l'anticiper pour qu'elle soit qualitative, voire à la mutualiser entre différents projets pour éviter qu'elle soit prévue
coup par coup, projet par projet, avec des résultats qui sont, et c'est pas de la seule faute des porteurs de projets, pas toujours à la hauteur des attendus réglementaires. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, très bien, monsieur Je ne Robles. savais pas Maintenant, précisément répondre sur Plaisnas, donc j'ai trouvé autre chose. Non, c'était très bien. Je vais répondre avec monsieur Wolves parce que c'est très intéressant la discussion. J'espère que les gens qui nous suivent en ligne et aussi puissent trouver leur compte sur cette discussion. Je pense que monsieur Wolves, donc si j'ai bien compris, donc avec tout. Non, on peut emmener le micro à monsieur Wolves. Merci. Ça, c'est la solidarité entre panélistes, c'est très bien. Monsieur Wolves, donc du coup, cette notion des ZAN, sobriété foncière et protection de la biodiversité, je peux considérer que c'est un élément incontournable de la stratégie de Lidl France aujourd'hui. Oui, parce que alors là, on est dans le deuxième pilier. Effectivement, c'est ce qui est l'ADN de Lidl, hein, c'est que quand on commence à dire qu'on fait quelque chose ou qu'on va faire quelque chose, c'est qu'on est capable d'être certain qu'on va le faire. Donc on a testé un certain nombre de choses dans les années précédentes avant d'en arriver à ça, et y compris sur la sobriété foncière. Donc d'ailleurs c'est un sujet qu'on réfléchit avec la région Occitanie. On a des projets pilotes qui vont être lancés pour aussi que les orientations à venir en termes de planification prennent en considération déjà des tests. Comment ça se passe de façon pratique. Donc nous, on a un an, effectivement, un peu plus d'un an maintenant d'arriéré, où on a essayé d'anticiper l'application de la loi climat et résilience. Donc je vais être très factuel sur la question de la gestion économe de l'espace, avant de parler de ZAN. Effectivement, nous, on s'est engagé, vous parliez de la séquence. Donc la priorité aujourd'hui, mais elle n'est pas que d'aujourd'hui, hein. D'ailleurs on l'a chiffré, on a regardé ce qui se passait sur les opérations avant la loi climat et résilience. Plus de 85% des opérations de nouveaux supermarchés portaient sur des fonciers déjà artificiels. Donc 85% des opérations. Et sur les 15% restants, on est très majoritairement sur ce qu'on appelle un urbanisme des dents creuses ou en continuité immédiate avec des densifications urbaines de type métropole, collectivité importante. Donc on était déjà dans une stratégie de développement qui était basée, parce que le code de toute façon du commerce le prévoyait, hein, ça s'appelle la gestion économe de l'espace dans le code du commerce, donc prévoyait que les nouveaux porteurs de projets qui ont des autorisations d'exploitation commerciale à demander justifient d'une gestion économe de l'espace. Donc on a systématisé en interne cette démarche du éviter, donc prioritairement nos développeurs cherchent des fonciers déjà artificiels, mais qui, du coup, où le projet n'artificialise pas davantage. Parce qu'il y a aussi ça, est-ce que c'est déjà artificiel et on n'artificialise plus, ou est-ce qu'on améliore la situation en termes d'artificialisation, ou est-ce qu'on reste au même niveau? Donc la priorité, c'est on évite. Ensuite, si on ne peut pas, effectivement, c'est éviter, réduire. Au cas par cas, même si la loi n'est pas soumise, on cherche des solutions de participation volontaire, donc des actions en faveur de la renaturation, de l'amélioration de la qualité intrinsèque en fait, des aménagements paysagers pour avoir une action bénéfique en faveur de la biodiversité ordinaire. Donc pour ça, de façon simple, on a systématisé la prise, le missionnement, on va dire ça comme ça, d'un écologue et d'un paysagiste. Donc sur tous les nouveaux projets de supermarché Lidl, on prend de façon systématique, en phase amont, un écologue et un paysagiste, qui font un état des lieux, des préconisations, donc qui est un sujet gestion économe de l'espace, ZAN ou pas, de façon systématique, il y a l'intervention de cet écologue et du paysagiste qui reste au fur et à mesure de l'avancement du projet. Et effectivement, quand on est soumis à la loi climat et résilience, on entre dans la séquence ERC, ce qui est prévu par la loi. Donc ce seront des cas très minoritaires, mais on travaille depuis un an à la création d'une méthodologie, là aussi avec des bureaux d'études comme Soilprint, comme CDC Biodiversité pour nous aider, parce qu'on n'est pas sachant, et donc on apprend en avançant. Donc c'est aussi pour ça qu'on a besoin de ce travail partenarial dont Ricardo parlait, avec des experts et aussi avec des collectivités locales qui nous permettent d'écrire l'histoire ensemble, parce que même si la loi dit qu'effectivement, pour les autorisations d'exploitation commerciale, il faut désormais compenser si la loi s'applique, on ne nous dit pas comment. Donc on nous dit, vous devez compenser 1 mètre carré pour 1 mètre carré, vous devez compenser 1 pour 1 d'un point de vue qualitatif, mais 1 pour 1 d'un point de vue qualitatif, qu'est-ce que c'est en fait? On parle de quel type de qualité? La nature des sols, la faune, la flore. Bon, voilà. Donc on a besoin de tous ces experts autour de la table, de tous ces partenaires pour avancer ensemble. Merci Monsieur Wool, très intéressant.
Moi, en tant qu'entrepreneur, c'est très intéressant. Après, je pense que les collègues écologues qui sont autour du salon aussi, c'est un sujet d'intérêt. Moi-même, étant écologue et ingénieur agronome, des formations, donc ces questions des praticités, ces questions des opérationnalités, des opérations d'aménagement et promotion immobilière sont quelque chose d'actualité aujourd'hui. Donc merci pour votre témoignage. Pardon. Je vais poser une dernière question, mais à titre général, donc soit M. Capra, soit Mme Vossel, soit M. Boulbès. Ces questions de souveraineté foncière, ZAN et protection de la biodiversité sont-ils considérés plutôt comme un coût, comme une charge, ou bien comme un investissement d'avenir? Qui ose répondre? Allons-y. Je me lance. Non, je pense Allez-y, Madame Rosel. qu'au-delà d'être tous entrepreneurs, salariés dans des grands groupes ou quoi que ce soit, on reste tous des êtres humains et on est tous précautionneux, bien sûr, de ce qu'on va laisser derrière. Quand on a la chance de pouvoir travailler dans une entreprise qui a déjà cet état d'esprit au départ, c'est sûr que c'est extrêmement confortable. Maintenant, toutes les entreprises n'ont pas forcément cette vision vertueuse des choses. Et je pense qu'en effet, il y a besoin d'un cadre pour pousser tout le monde dans le bon sens, on va dire. Je reviendrai également sur la notion de compensation que je trouvais assez intéressante parce que c'est vrai qu'aujourd'hui ça peut être ressenti quand on en parle comme également une contrainte, alors qu'en fait ça a permis d'inventer paradoxalement de nouveaux métiers. Et c'est vrai que là-dessus c'est un champ des possibles qui s'ouvre pour les futures générations qui est extrêmement intéressant. Sur la notion de compensation, ça permet aussi également d'élargir en fait la perception du projet qu'on peut avoir, puisqu'aujourd'hui quand on parle de compenser, c'est pas forcément sur le projet, mais ça peut être à travers par exemple une partie de reforestation. Il y a une entreprise qui s'appelle Stock CO2 qui en fait que l'acteur immobilier peut financer sur une partie de mètres carrés pour accroître en fait la reforestation d'un territoire en compensation par exemple d'une consommation carbone un petit peu trop abondante sur son opération. Donc ça paraît un peu barbare comme ça, mais enfin en tout cas l'idée c'est de pouvoir avoir une action bénéfique au territoire. Si on ne peut pas l'avoir à l'instant sur son projet, on peut l'avoir dans le temps à un autre endroit. Voilà. Donc ça permet d'avoir une appréciation du territoire aussi qui est élargie et qui est peut-être un peu moins égocentrique que sur un projet. Donc, si j'ai bien compris, cette affaire des sobriétés foncières ZAN et protection de la biodiversité, ça va être vu comme un investissement à long terme, un investissement d'avenir. Donc, vous avez compris, vous avez tous intérêt à pouvoir vous pencher sur la question des transitions écologiques et créer votre propre business model. Oui, si je peux juste dire un mot, on est tous en train de comment dirais-je, d'identifier tout ce qu'on peut faire à notre niveau. Il y a des choses qui sont des bénéfices immédiats. Je veux dire, quand on s'intéresse à un site sur lequel on a déjà des haies denses qui existent, qui sont préexistantes, et dont on sait qu'on n'aura pas à y toucher. C'est même pas une question de coût, c'est un bénéfice immédiat. Je veux dire, en termes de biodiversité, je dis n'importe quoi, mais vous êtes dans une commune périurbaine ou proche de la nature, vous vous intéressez à un foncier, on le démolit, on le remploie, c'est une ancienne poste, on fait du logement à la place, peu importe. Le terrain est cerné par des haies denses qui font 1,50 m de large, 3 mètres de haut. Notre premier intérêt, c'est de ne pas y toucher. D'abord parce qu'on ne va pas replanter, c'est une dépense inutile. Et puis vous avez là une population, un biotope qui préexiste. Donc le fait de s'intéresser à ce sujet-là, c'est même pas une question de coût, c'est un bénéfice immédiat. Enfin, je veux dire, en coût global, environnemental, c'est un bénéfice totalement immédiat. Et en termes de sobriété foncière, là oui, quand on travaille en termes de sobriété foncière et qu'on s'intéresse à du bâti préexistant qu'on recycle, faut quand même savoir que quand on investit sur des cœurs de ville dégradés comme celui de Béziers, comme celui de Sète, comme celui d'Agde, on investit des montants de travaux au mètre carré qui sont plus chers que de la construction neuve, alors qu'on bénéficie d'un bâtiment qui préexiste. Donc on a des équilibres d'opération qui sont très mauvais, qui sont compensés par une ingénierie financière qui n'est pas à guichet ouvert. À un moment donné, il faudra se poser la question du coût de ces opérations-là. Quand on réemploie des bâtiments préexistants, c'est toujours plus coûteux que de construire du neuf. On a un projet de transformation d'un bâtiment de bureau assez important dans Nîmes, en résidence universitaire. On est aujourd'hui sur des coûts de travaux qui sont plus élevés que ceux qu'on aurait eu si on avait dû la construire. Ceci étant, on n'a pas à démolir, on réemploie un bâtiment, c'est une épave thermique, on va en faire quelque chose de vertueux. Quelque part, c'est un investissement qui dépasse le coût réel économique. Et on s'y retrouve grâce à une ingénierie financière, à des montages de maîtrise foncière particuliers. Ça nous demande une imagination qui va au-delà de nos habitudes. On sort de notre zone de confort. Mais il y a un réel coût économique, il ne faut pas l'oublier non plus.
Merci, M. Capa. On voit très bien la prise de recul et je retiens que ce n'est pas qu'un investissement, donc au-delà d'être un coût, le fait de pouvoir contribuer à la transition écologique, à la sobriété foncière de la Seine, c'est un bénéfice mutuel. Donc il va au-delà de l'investissement individuel de chacune de nos structures, ou bien au-delà de l'investissement des institutions publiques. Donc c'est vraiment quelque chose de collectif et puis dans lequel on va tous avoir quelque chose à gagner parce qu'on dépend de ces services écosystémiques, si je peux le dire comme ça. Monsieur Boulbès, vous vouliez... En fait, je partage complètement ce qui a été dit juste avant moi. Il y a déjà la raison intrinsèque qui pousse à faire. Ça a été dit au début, il y a des questions de responsabilité, donc de RSE, mais moi je parle plutôt de responsabilité vis-à-vis de la société d'une façon générale, à laquelle on appartient en fait. Donc une entreprise privée, elle appartient de toute façon à une société et elle vit grâce à cette société. Et nous, en l'occurrence pour Lidl, mais ça pourrait être pour d'autres porteurs de projets privés, on est un commerce de proximité. Donc en fait, on fait partie des territoires. En fait, on est le commerce à côté de. Si je reprends l'exemple de Pézenas que vous connaissez pas, mais vous allez le connaître. Typiquement, on a des logements juste à côté. Enfin, c'est au-delà d'être un supermarché, c'est un élément qui relève de l'aménagement du territoire. Donc c'est là-dedans que en fait nos décisions aujourd'hui. Elles sont plus faciles à prendre finalement sur les nouvelles opérations que sur l'existant. Donc c'est sur les nouvelles opérations où rapidement on essaye de prendre des décisions qui auront un impact immédiat et visible par ceux qui vont vivre à côté de ces supermarchés. Et donc là on parle vraiment du ressenti positif. Donc je reviens à ce que vous dites, après ça induit, ça c'est la première lecture, mais ensuite la réalité c'est effectivement que ça a des conséquences économiques. Donc partir sur une friche industrielle, si la rentabilité de l'opération ne tourne pas, effectivement on ne pourra pas faire. Donc oui, il y a des questions de rentabilité. La seule chose qu'on peut réussir à faire, c'est anticiper pour voir si effectivement la rentabilité est au rendez-vous, d'anticiper les coûts, les surcoûts, voir une optimisation aussi dans le choix des matériaux, peut-être travailler davantage sur des matériaux géosourcés. Donc il y a un impact carbone et parfois aussi en allant chercher des produits plus près, et on ne les paye forcément pas plus cher. Donc voilà, c'est plus compliqué. Mais on y arrive et on n'écarte pas de façon systématique des projets puisqu'on arrive toujours à sortir des projets quand même. Et la deuxième chose, et là aussi je partage un retour d'expérience, c'est est-ce que ça coûte après ? Et typiquement, vous parliez tout à l'heure de la tonte raisonnée. Nous, on s'est engagé effectivement avec ce que je disais tout à l'heure, l'immobilier commercial durable aussi, à être vertueux dans la façon dont on gère nos aménagements paysagers. Donc là, la tonte raisonnée, ça coûte moins cher. Aujourd'hui, Lidl, jusqu'à aujourd'hui, on a fait une analyse, on était à plus de 10 tontes par an par supermarché, quand on a des espaces verts. En termes de tontes, ça parle à tout le monde. Plus de 10 tontes par an. Parce que c'était les propositions de nos partenaires entreprises d'espaces verts, et parce que le client aussi, et même nous, on pensait qu'effectivement, le fait d'avoir un espace vert tondu relevait davantage de quelque chose qui était propre et donc de qualitatif. Mais en fait, non. Le qualitatif au sens de la biodiversité, c'est la tonte raisonnée. Et donc, on a systématisé, sur tous nos nouveaux projets, la tonte raisonnée, c'est au lieu de 10, c'est 2 à 3. On a essayé de faire des façades végétalisées. On a testé, du coup, les façades végétalisées avec des caissons. Ça coûte très, très cher. CDC Biodiversité, avec qui on a travaillé 1 an, l'a analysé pour nous. On voulait savoir si on avait fait les bons choix. On a essayé de faire des bons choix, mais est-ce qu'on avait fait les bons ? C'était très cher. On a dit, mais est-ce que ça vaut le coup d'un point de vue biodiversité ? Non, d'un point de vue biodiversité, aucun intérêt. Prenez plutôt en fait, des plantes grimpantes en fait, locales, endémiques, résilientes, moins consommatrices en eau. Vous les faites monter sur des câbles, ça coûte moins cher et il y a un intérêt pour la biodiversité plus intéressant. Donc c'est moins cher. Et des exemples comme ça, on les a découverts grâce à ces partenaires aussi, en disant comment on peut faire mieux, pas forcément pour plus cher. Très bien, donc on peut faire de la transition écologique à la protection des milieux avec un coût contrôlé. Donc ça c'est très bien pour l'activité entrepreneuriale, mais aussi pour pouvoir optimiser, si vous voulez, les efforts de l'ensemble des équipes, parce que quand on travaille sur un projet d'aménagement du territoire, on est confronté aux réalités des terrains, donc c'est quelque chose de différent. Je vais juste, en guise des conclusions, et finir par un article qui a été publié par la Banque de France, dans lequel l'OFB a participé, qui a été publié en août 2021, qui indique que 42% du montant des actions et obligations détenues par les institutions financières françaises sont émis par des entreprises qui sont fortement ou très fortement dépendantes de moins d'un service écosystémique. Voilà, donc on va finir sur cette note-là.
Je tiens à remercier l'organisation du salon. Je vous rappelle que nous sommes là au Parc des Expositions de Montpellier le 27, 28, donc demain, et 29 octobre. Venez visiter le salon, venez participer, venez découvrir les entreprises qui sont engagées plutôt avec la transition écologique, et puis l'ensemble des partenaires du salon Ad Natura. Donc vous êtes tous invités cordialement à pouvoir à parcourir les espaces du parc d'exposition. Et puis je tiens à remercier tous nos intervenants ce soir pour la qualité de ces échanges. J'espère que vous avez bien compris ce que j'ai raconté, parce que mon accent parfois cache un peu les défauts. Et puis on se verra bientôt au salon Ad Natura. Donc merci beaucoup à tous de votre patience, et puis à très bientôt.